Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, Vite Chapitre, la vidéo regroupant les différents points abordés dans chacun des cours. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 5. Le chemin de traverse. Harry se réveilla de bonne heure le lendemain matin. Il savait qu'il faisait jour, mais il garda les yeux fermés. Il n'osait les ouvrir, de peur que les événements s'étant déroulés la veille ne soient qu'un rêve. Un bruit le sortit de ses pensées. Ses craintes étaient donc bien fondées. C'était sans doute sa tante Pétunia qui martelait la porte de son placard à balai. Le garçon fut contraint d'ouvrir les yeux. Une vague de bonheur le submergea lorsqu'il se rendit compte qu'il se trouvait bel et bien dans la cabane sur les rochers, avec Hagrid dormant sur le canapé. Le bruit provenait d'un hibou, tapant à la fenêtre un journal au bec. Une fois la fenêtre ouverte, l'animal alla déposer le journal sur Hagrid, toujours endormi, et s'envola jusqu'à son manteau et se mit à l'attaquer. Le géant, sans effectuer le moindre mouvement, dit à son jeune protégé de lui donner 5 noises, de petites pièces en bronze qu'il avait dans son manteau. Après avoir sorti toutes sortes de choses de ses poches, telles que des trousseaux de clés, du produit contre les limaces, des pelotes de ficelle, des bonbons à la menthe, ou encore des sachets de thé, il trouva enfin ces étranges pièces et paya le facteur volant. Sa mission achevée, il s'envola à travers la fenêtre. Dans un même élan, Hagrid se redressa et remit ses bottes, car après tout, une grosse journée les attendait. Ils devaient tous deux aller acheter les fournitures qu'Harry aurait besoin tout au long de ses études à Poudlard. Mais la joie du garçon s'évanouit lorsqu'il réalisa. Tenant toujours les quelques pièces qui lui restaient entre les mains, la réalité lui sauta au visage. Il n'avait rien pour payer ce dont il avait besoin, et ce n'était certainement pas son oncle qui avancerait le moindre centime pour lui. Mais Hagrid le réconforta, en lui expliquant que ses parents ne l'avaient pas laissé sans rien, et que même si leur maison avait été détruite, ils ne conservaient pas leur or chez eux. Tout était gardé par des gobelins à Gringotts, la banque des sorciers. Après qu'Harry ait mangé une saucisse froide qu'il restait de la veille et Hagrid une part du gâteau, ils quittèrent la cabane. La tempête qui faisait rage la veille avait cédé sa place au soleil qui évoluait à travers un ciel clair et dégagé. Seule la barque inondée d'eau avec laquelle Harry et les Dursley étaient arrivés trahissait les pluies passées. Mais Harry tiqua. Certes, la barque était toujours là, mais il n'y en avait qu'une seule, et sans qui et Hagrid. En volant, eut-il pour seule réponse. Mais maintenant que notre jeune sorcier est sous sa protection, il ne devait plus faire de magie. S'installant tous deux dans la barque, le géant estima qu'il était idiot de ramer. Après avoir sorti son parapluie rose et avoir tapoté le bateau de sa pointe, ce dernier se mit à voguer à bonne vitesse jusqu'à la côte. Durant le trajet, Harry voulut en savoir plus sur Gringotts. Hagrid lui explique donc que la banque est un vrai labyrinthe, construite dans des kilomètres de grottes encore plus enfouies que le métro londonien. Le tout était protégé par de puissants sortilèges et, dit-on, par des dragons. Tout en lui racontant cela, Hagrid sortit son journal du matin et se mit à le lire. Il pestiféra à l'encontre de Cornelius Fudge, le ministre de la magie qui aurait fait encore des bêtises. Après que Harry fut surpris de l'existence du ministre de la magie, le géant lui explique que le ministère de la magie sert principalement à la préservation du secret magique, pour ne pas que les Moldus découvrent leur existence. Le poste a été proposé en premier lieu à Dumbledore, mais ne voulant quitter Poudlard, c'est le gaffeur Cornelius Fudge qui hérita de cette fonction. Cela ne l'empêchait pas d'envoyer chaque matin un hibou à Dumbledore pour lui demander des conseils. Harry sera amené à observer, rencontrer et même s'opposer à ce Cornelius Fudge. Arrivés sur la terre ferme, nos compères se dirigèrent vers la gare la plus proche. Durant le trajet, Harry, encore avide d'en apprendre davantage sur le monde des sorciers, demanda à son protecteur s'il y avait bien des dragons à Gringotts. Lui répondant que c'est ce qu'il se disait, Hagrid poursuivit en confiant à Harry qu'il aimerait bien avoir un dragon, et ce depuis qu'il est enfant. Ils arrivèrent tous deux à la gare, et une fois installés dans un train qui faisait route vers Londres, le géant conseilla à notre jeune sorcier de lire sa liste de fournitures scolaires. Harry s'exécuta, pendant que le garde-chasse se mit à tricoter ce qui semblait être un chapiteau jaune canari sous les regards des autres passagers, qui l'observaient avec des yeux ronds. Sur une feuille glissée dans l'enveloppe avec la feuille d'inscription, il put y lire « Collège Poudlard, école de sorcellerie. Uniforme.
Liste des vêtements dont les élèves de première année devront obligatoirement être équipés. Petit 1. 3 robes de travail noires modèle normal. 2. Un chapeau pointu, noir. 3. Une paire de gants protecteurs en cuir de dragon ou autre matière semblable. 4. Une cape d'hiver noire avec attache d'argent. Chaque vêtement devra porter une étiquette indiquant le nom de l'élève. Livre et manuel. Chaque élève devra se procurer un exemplaire des ouvrages suivants. Le livre des sorts et enchantements, niveau 1, de Miranda Fauconnet. Histoire de la magie, de Bathilda Tour-de-Sac. Magie théorique, de Adalbert Lassornette. Manuel de métamorphose à usage des débutants, de Émeric Géchangé. 1000 herbes et champignons magiques, de Philinda Ogirol. Potions magiques, de Arsenius Bolitron. Vie et habitat des animaux fantastiques, de Norbert Dragono. Forces obscures, comment s'en débarrasser, de Quentin Jean Tremble. Fourniture, une baguette magique, un chaudron modèle standard en étain taille 2, une boîte de fioles en verre ou cristal, un télescope, une balance en cuivre. Les élèves peuvent également emporter un hibou ou un chat ou un crapaud. Il est rappelé aux parents que les élèves de première année ne sont pas autorisés à posséder leur propre balai. Dans cette liste de fournitures, nous pouvons y lire le nom de Bathilda Tour-de-Sac, qui aura son importance lors du 7e tome. Il s'y trouve également le nom de Norbert Dragono, héros des films Les Animaux Fantastiques, mais je vous conseille d'attendre la toute fin de la vidéo pour en apprendre plus sur notre magizoologiste préféré. Mais je ne vous ai rien dit. Une fois sorti du train, Hagrid semblait savoir où aller. Fort heureusement, car c'était la première fois qu'Harry se rendait à Londres. Dans ses pensées, le garçon fit un point sur la situation. Il était en présence d'un géant qu'il ne connaissait pas, dans une ville qu'il ne connaissait pas, à la recherche de boutiques de baguettes magiques qu'il devait acheter à l'aide d'or qui se trouvait enfoui dans une grotte souterraine, gardée par des gobelins et, dit-on, des dragons. Tout cela semblait ridicule, et aurait très bien pu être une gigantesque blague des Dursley. Mais à cette pensée, Harry effaça tout soupçon de son esprit, car les Dursley ne possédaient pas le moindre sens de l'humour. Hagrid s'arrêta. « C'est là, dit-il. » Il s'était arrêté devant la devanture d'un vieux pub du nom de Chaudron Baveur, dont Harry n'aurait même pas remarqué la présence si le géant ne lui avait pas montré. À leur entrée, l'endroit était sombre et misérable. Plusieurs clients se trouvaient à l'intérieur, certains buvant un verre, et même une vieille dame y fumait la pipe. Lorsque le barman au crâne chauve aperçut Hagrid, celui-ci lui demanda s'il prenait comme d'habitude, et sans même attendre la réponse, se dirigea vers les verres. Mais Hagrid déclina l'offre, car il était en mission pour Poudlard. Mon Dieu, mais oui, c'est Harry Potter! S'ensuivit un long silence. Toute la clientèle du bar s'était à présent tournée vers le jeune garçon. Contournant son bar, des larmes plein les yeux, Tom, le barman, vint lui serrer la main. Ce fut le top départ pour le reste des clients. Tout le monde se leva pour se présenter à Harry et pour lui dire un mot. Lorsqu'un homme avec son chapeau haute forme se présenta sous le nom de Dédalus Diggle, Harry lui signala qu'il se souvenait de lui, car un jour, cet homme était déjà venu le saluer lorsqu'il faisait ses courses avec sa tante. Événement que Harry se remémore dans le chapitre 2, lorsque Harry est enfermé dans son placard pour l'incident du zoo. Et même avant cela, Dédalus est mentionné par le professeur McGonagall dans le premier chapitre, le suspectant d'être le responsable des pluies d'étoiles filantes survenues dans le Kent. Et Harry sera amené à le croiser de nouveau par la suite. Un jeune homme au teint pâle s'approcha. Hagrid le présenta comme étant l'un de ses futurs enseignants, le professeur Quirrell. Ce dernier, tout tremblotant et bégayant, lui apprit qu'il enseignait les défenses contre les forces du mal. Hagrid eut beaucoup de mal à sortir Harry de cette cohue, mais parvint tout de même à l'extirper de là et à le mener vers l'arrière-cour du bar. La cour était vide. Seules des poubelles et quelques mauvaises herbes se trouvaient là. Hagrid dit à Harry qu'il l'avait prévenu qu'il était célèbre, que même le professeur Quirrell était tout tremblotant. Après, Quirrell était toujours tremblotant depuis qu'il était revenu de son voyage dans la forêt noire. Une forêt en Allemagne où il s'était rendu pour rencontrer des vampires et des harpies. Il n'a plus jamais été pareil depuis lors. Hagrid se mit à compter les briques au-dessus des poubelles, sortant son parapluie rose et avec tapota par 3 fois la même brique. Les briques du mur se mirent toutes à tourner sur elles-mêmes et disparurent une à une par le centre pour ne laisser qu'une arcade.
de l'autre côté, se trouvait une rue pavée bondée de monde et de magasins en tout genre. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Harry n'en revenait pas. Il aurait voulu tout visiter, tout voir, mais avant toute chose, il devait aller chercher son argent. En prenant la direction de la banque, Harry put observer la boutique de chaudron où était inscrit sur une pancarte « Chaudron de toute taille, cuivre, étain, argent, touillage automatique, modèle pliable ». Il continua devant l'apothicaire où une cliente se plaignait du prix du foie de dragon. Ou encore le royaume du hibou, d'où provenaient des ululements. Hulotte, chouette effray, grand-duc, chouette laponne. Au chemin de traverse, on pouvait y acheter vraiment toutes sortes de choses. On y trouvait des balais, des robes de sorciers, des télescopes, des foies de chauve-souris, des yeux d'anguille conservés dans des barils, des piles de grimoires, des plumes d'oie, des parchemins, des potions et même des globes lunaires. Mais Harry n'était pas le seul à vouloir tout observer. Un groupe de jeunes garçons faisait du lèche-vitrine devant le nouveau balai volant à la mode, le Nimbus 2000. Dans le film, l'un des garçons ayant le nez collé à la vitre n'est autre que Brendan Columbus, le fils du réalisateur Chris Columbus, alors âgé de 8 ans. Nos deux compères arrivèrent enfin devant la banque de Gringotts. C'était un immense bâtiment d'une blancheur de neige qui supplombait les boutiques alentours. À côté de son portail étincelant fait de bronze se tenait un gobelin. Le gobelin avait environ une tête de moins que Harry, le teint sombre, un visage intelligent et barbe en pointe, et des doigts longs et fins. Quand ils passèrent devant lui pour rentrer à l'intérieur du bâtiment, le gobelin s'inclina. Hagrid et son protégé se trouvaient à présent dans une sorte de sas, où une porte faite d'argent leur faisait face, où l'on pouvait y lire ces mots. « Entre ici, étranger, si tel est ton désir. Mais à l'appât du gain, renonce à obéir. Car celui qui veut prendre et ne veut pas gagner, de sa cupidité le prix devra payer. Si tu veux t'emparer, en ce lieu souterrain, d'un trésor convoité qui jamais ne fut tien, voleur tu trouveras en guise de richesse le juste châtiment de ta folle hardiesse. » Cette fois encore, lorsqu'ils passèrent la porte, les deux gobelins qui l'entouraient s'inclinèrent. Harry venait de pénétrer dans un vaste hall, fait intégralement de marbre, et où se trouvaient des centaines de gobelins assis derrière un long comptoir. Chacun s'affairait à une tâche, telle que remplir des registres, examiner des pierres précieuses à la loupe, ou encore peser des pièces de monnaie sur une balance en cuivre. D'innombrables portes parsemaient les murs de ce hall, et certaines d'entre elles laissaient sortir des gobelins escortant d'autres clients. Arrivé devant le comptoir, c'est Hagrid qui prit la parole. Il informa le gobelin que Harry souhaitait retirer un peu d'argent. Le géant se mit à vider ses poches, répandant des miettes de vieux biscuits qui devaient traîner dans le fond depuis un long moment, à la recherche de la clé que le gobelin du comptoir venait de lui demander. Une fois trouvée, il présenta au guichetier une lettre en lui expliquant qu'elle provenait de Dumbledore et que cela concernait le coffre 713. Après avoir lu la lettre avec attention, le gobelin appela l'un de ses comparses du nom de Gripsec qui les emmena vers l'une des portes du hall. Gripsec est ici joué par Vern Troyer, qui fait partie du Guinness Book, étant répertorié comme le plus petit acteur, ne mesurant que 81 cm. Il est cependant doublé vocalement par Warwick Davis, autre acteur de petite taille qui joue ici le guichetier de la banque. Et lorsque Harry recroisera Gripsec dans le 7e tome, ce dernier sera cette fois-ci interprété directement par Warwick Davis. Pendant que le gobelin leur tenait la porte, Harry se permit de demander à Hagrid ce que pouvait bien contenir le coffre 713. Mais ce dernier ne put lui dire quoi que ce soit. C'était une mission que lui avait confiée Dumbledore et qui concernait Poudlard. C'était top secret. Harry ne cherchait pas plus d'explications et franchit la porte. Ils avaient quitté le marbre pour se retrouver dans le couloir rocheux, éclairé à la lueur d'une torche. Devant eux se trouvaient des rails, et lorsque Gripsec siffla, un wagonnet arriva à toute vitesse et s'arrêta devant eux. Le wagonnet. Une fois montés à bord, le wagonnet les emporta à travers de nombreuses galeries souterraines. Harry crut même apercevoir un jet de flammes jaillir au bout d'une galerie. Leurs circuits les firent passer près d'un lac souterrain avant de s'arrêter devant une porte verdâtre. Ils descendirent. Hagrid a visiblement mal supporté le voyage. Il se tenait contre un mur, encore tout tremblotant. Le gobelin sortit la clé que le géant avait sortie de sa poche précédemment et ouvrit la porte. Dans le coffre,
un tas de pièces de bronze, d'argent et d'or attendaient Harry. Hagrid l'aida à remplir un sac de pièces en lui expliquant que les pièces en bronze sont des noises, en argent des mornilles, et pour celles en or, ce sont des galions. Et pour avoir l'équivalent d'un galion, il fallait 17 mornilles. Une mornille, quant à elle, correspond à 29 noises. Facile à retenir, lui dit le géant. Le mot noise est traduit du mot kennet, qui, pris indépendamment, nut désigne une noix, et phonétiquement, kennet ressemble à peanut, une cacahuète. On reste donc dans les fruits secs avec noise, étant le diminutif de noisette. Pour mornille, Jean-François Ménard, le traducteur, est allé chercher du côté du bagne de Brest, où au XIXe siècle, l'argot pour désigner de la monnaie était donc mornille. Et pour finir, le galion. Symbole de puissance aussi bien militaire que commerciale. Les galions étaient d'imposants navires allant de 3 à 5 mâts et pouvaient transporter d'énormes richesses. Une fois sa bourse pleine, ils remontèrent dans le wagonnet en direction du coffre 713. Le coffre se trouvait encore plus profond dans les entrailles de la grotte, si bien que la température avait baissé drastiquement. Une fois arrivé devant la porte du coffre, Harry remarqua qu'elle ne possédait pas de serrure. C'est alors que le gobelin caressa la porte et cette dernière disparut. Gripsec leur expliqua alors que seul un gobelin avait le pouvoir d'ouvrir cette porte, car toute autre personne serait tout bonnement aspirée à l'intérieur de la chambre forte. Le garçon, inquiet, lui demanda s'il vérifiait tout de même de temps à autre. Le gobelin lui affirma que bien entendu le coffre était vérifié, mais tous les 10 ans environ. Une telle protection ne fit qu'accroître la curiosité de Harry sur le contenu du coffre, mais fut déçu une fois son contenu révélé. À l'intérieur, pas d'immense trésor, seul un petit paquet enveloppé dans du papier craft. Hagrid s'en empara et le mit dans une de ses poches de manteau. Ils reprirent une dernière fois le wagonnet pour remonter à la surface et quitter la banque. Une fois de retour au grand air, le géant indiqua à Harry où se rendre pour acheter son uniforme avant de s'éclipser au chaudron baveur, prétextant qu'il devait prendre un petit remontant. Le jeune garçon, à présent seul, entra dans la boutique indiquée par le géant du nom de Madame Gupure, prête à porter pour mage et sorcier. Madame Gupure, qui l'accueillit chaleureusement, était une petite femme replète, habillée tout en rose. Après lui avoir demandé si cela était pour Poudlard, elle l'installa debout sur un petit tabouret. À côté de lui, un autre garçon au teint pâle avec le nez en pointe était dans la même posture. Une sorcière était en train de retoucher la robe de sorcier qu'il essayait. Le garçon au teint pâle entama la conversation avec Harry en lui demandant si lui aussi se rendait à Poudlard. Après qu'Harry lui ait répondu par l'affirmative, le garçon l'informa que pendant qu'il essayait sa robe, son père était parti lui acheter ses livres et sa mère sa baguette. C'est à vrai dire un problème de traduction. Car étant donné que c'est la baguette qui choisit son sorcier, la mère de Malfoy ne peut être allée chercher sa baguette. En VO, le garçon dit « looking at ones ». Elle regarde les baguettes, ce qui est plus cohérent. Le garçon poursuivit en expliquant à Harry qu'il compte bien emmener ses parents à la boutique de balais volants, ne comprenant pas l'interdiction pour les premières années d'en posséder un. Mais il arriverait bien à convaincre son père de lui en acheter un et trouverait une solution pour le faire rentrer en douce au collège. Il poursuit en demandant à notre sorcier à lunettes, qui lui trouvait de plus en plus de similitudes avec son cousin Dudley, s'il jouait au Quidditch. Harry lui répondit que non, ne sachant pas ce que cela pouvait bien être. Lui y jouait, et son père serait scandalisé s'il n'était pas sélectionné dans l'équipe. Il le questionna à présent sur sa possible maison, car pour lui, même si on ne pouvait pas en être certain, il était presque sûr de finir à Serpentard, étant donné que toute sa famille y avait été envoyée, et qu'il préférait quitter l'école s'il finissait à Poufsouffle. Alors que Harry était de plus en plus perdu, Hagrid apparut devant la vitrine du magasin avec 2 glaces à la main. Harry, heureux de connaître enfin quelque chose que l'autre garçon semblait ignorer, lui informa qu'il s'agissait de Hagrid, et qu'il travaillait à Poudlard. Le garçon au teint pâle se mit à le dénigrer, révélant qu'il en avait déjà entendu parler. Pour lui, ce n'était qu'un espèce de sauvage, un domestique habitant dans une cabane dans le parc du collège. Il lui arrivait même de s'enivrer, à tel point qu'il lui arrivait de mettre le feu à son lit en essayant de faire des tours de magie. Harry, trouvant le garçon de plus en plus antipathique, lui rétorqua que lui le trouvait très intelligent. Le garçon réalisa, et lui demanda qu'est-ce qu'il faisait avec lui et où pouvaient bien être ses parents. L'orphelin lui révéla qu'ils étaient morts. Sans la moindre empathie, il lui dit qu'il était désolé, et s'enquit de lui demander si au moins il faisait partie de leur monde.
Et après qu'Harry lui ait répondu par l'affirmative, le garçon lui expliqua que pour lui, Poudlard devait être réservé aux familles de sorciers, car après tout, ceux qui viennent de d'autres familles n'avaient pas la même éducation qu'eux. Certains même n'avaient jamais entendu parler de Poudlard avant de recevoir leurs lettres. Ce n'est qu'au moment où le garçon lui demanda son nom que Madame Gupure les interrompit, venant de finir les retouches de sa robe. Ni une ni deux, Harry descendit de son tabouret et quitta au plus vite la boutique. « Nous nous reverrons à Poudlard, lui dit le garçon. Harry était perdu, et ne dit pas un mot en mangeant sa glace chocolat fraise aux noisettes que Hagrid lui avait achetée. Ce n'est qu'après avoir acheté ses parchemins et des plumes d'oie qu'il se décida de demander au géant ce qu'était le Quidditch. Face à la surprise du gardien, Harry se sentit stupide et lui raconta sa conversation avec le garçon au teint pâle. Hagrid le réconforta en lui faisant remarquer qu'il n'était pas concerné par ses propos, car ses parents à lui n'étaient pas des moldus. Et quand bien même, de brillants sorciers venaient de familles de moldus, dont la mère de Harry. Après cela, le géant lui expliqua que le Quidditch était le sport des sorciers. Cela se jouait à 4 balles et les sorciers le pratiquaient sur des balais volants. Harry demanda à présent ce qu'étaient Poufsouffle et Serpentard. Hagrid lui expliqua que les élèves étaient répartis dans des maisons à Poudlard et qu'elles étaient au nombre de 4. Il est vrai que les Poufsouffle avaient une réputation de cancre. À ces mots, Harry lui dit qu'il finirait sans doute dans cette maison. Hagrid, une fois de plus, se réconforta, car il valait mieux finir à Poufsouffle qu'à Serpentard, et dira cette phrase reprise dans les films par Ron. Tous les sorciers et les sorcières qui ont mal tourné étaient à Serpentard. Tout comme vous savez qui. Le cœur apaisé, ils purent reprendre leurs emplettes. Pour commencer, direction Fleury et Botte, cette librairie où les livres étaient entassés du sol au plafond, allant de grimoires gros comme des pavés reliés de cuir et remplis de toutes sortes de symboles, à de minuscules ouvrages pas plus gros qu'un timbre recouverts de soie. Harry était subjugué, à tel point qu'Hagrid eut grande peine à le faire décrocher du livre de sorts et contre-sorts. Un manuel écrit par Vindictus Viridian qui renfermait des sorts tels que le sortilège de crâne chauve, jambe en coton ou encore langue de plomb. Mais Harry, ne sois pas trop pressé de les découvrir, car durant ses années scolaires, il sera victime des 2 derniers maléfices que sont langue de plomb et jambe en coton. Arrivé à la boutique de chaudron, Harry voulut acquérir un gros chaudron en or, mais le géant lui rappela que la liste stipulait qu'il fallait qu'il soit en étain. Le garçon se rattrapa en achetant un télescope pliable, et pour la concoction de potions, une belle balance. Ils continuèrent ainsi en se rendant chez un apothicaire et toute autre enseigne, jusqu'à ce que Hagrid réalisa qu'il n'avait pas encore fait de cadeau à Harry. Ce dernier, gêné, lui dit qu'il n'était pas obligé, mais le géant insista. Il voulait lui offrir un animal, mais pas un crapaud. Il n'était plus à la mode depuis longtemps, ni un chat, car le gardien était allergique à leurs poils. Il ne restait plus qu'un hibou. Tout le monde veut un hibou dans tous les cas, et c'est bien pratique pour la correspondance. Et c'est ainsi qu'après avoir passé une vingtaine de minutes au royaume du hibou, que Harry, encore chamboulé de reconnaissance, en sortit avec une magnifique chouette blanche comme la neige. Il ne leur restait plus qu'une boutique à faire. Arrivé devant la devanture, Harry put y lire « Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ ». Une fois rentré, la boutique était très grande, mais les murs étaient remplis presque jusqu'au plafond de boîtes de toute taille. Lorsque Ollivander les accueillit, il reconnut tout de suite Harry et lui dit qu'il avait les yeux de sa mère. En lui parlant d'elle, il se rappelait encore de la vente de sa première baguette. 25 cm 6, souple et rapide, bois de saule, c'était une excellente baguette pour les enchantements. Il poursuivit en expliquant que son père, lui, avait préféré une baguette en bois d'acajou de 27 cm 5. Étant flexible, elle était un peu plus puissante que celle de sa mère et particulièrement efficace pour les sortilèges de métamorphose. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préféré, en réalité c'est la baguette qui choisit son maître. Le vendeur de baguettes était si près du garçon que leurs nez se touchaient presque. Et c'est là que le vendeur vit la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry. Tout en posant son doigt dessus, Ollivander s'excusa, car c'était lui qui avait vendu la baguette qui lui avait laissé cette marque. La baguette était très puissante, 35,75 cm, faite de bois d'if. Au grand soulagement de Harry, le vieil homme se détourna de lui et se tourna vers Hagrid. Car oui, contrairement au film, le garde-chasse est présent dans la boutique avec Harry. Je pense que c'est un choix d'adaptation pour rendre l'atmosphère de la boutique pesante, laissant Harry seul pour accomplir cette étape, et aussi pour gagner un peu de temps et de rythme, en envoyant Hagrid chercher la chouette pour Harry. Ollivander se souvenait également de la baguette qu'il avait vendue au géant. C'était du chêne,
Elle mesurait 40 cm et était plutôt flexible. Il ajouta que c'était une bonne baguette et lui demanda confirmation s'ils ont bien dû la casser en deux lors de son exclusion du collège. Hagrid confirma, mais révéla qu'il avait gardé les morceaux. Le vieil homme l'interrogea d'un ton grave s'il se servait encore des morceaux. « Non, non, lui répondit le géant, resserrant ses mains sur son parapluie rose. Bien que le vendeur de baguettes semblait suspicieux, il se concentra de nouveau sur Harry. Il sortit un mètre à ruban de sa poche et demanda à Harry de quelle main il allait tenir sa baguette. « Je suis droitier, lui répondit le garçon. Il prit tout d'abord la mesure de son bras, de l'épaule jusqu'au doigt, puis du poignet jusqu'au coude, puis de la hauteur de l'épaule jusqu'au pied, puis du genou à l'aisselle, pour enfin finir avec la prise de mesure de son tour de tête. Tout en s'activant, Ollivander expliqua que les baguettes qu'il vendait renfermaient un cœur magique, du crin de licorne, une plume de phénix ou du ventricule de dragon. Tout comme chaque animal de ces espèces, chaque baguette sont différentes. Le temps que le vieil homme alla chercher une boîte dans un coin de la boutique, son maître à ruban continuait à prendre les dernières mesures tout seul, l'écartement de ses narines notamment. Ollivander revint et sortit une baguette de la boîte et la tendit à Harry en lui demandant de l'agiter. Le garçon s'exécuta tout en se sentant idiot. À peine l'avait-il levé au-dessus de sa tête que le vendeur lui arracha des mains et alla lui en chercher une autre. Il en essaya encore et encore, si bien qu'un tas de baguettes se trouvait à présent entassées sur la chaise qui se trouvait au milieu de la pièce. Ils continuèrent ainsi, sans toutes les explosions des films, jusqu'à ce que Ollivander lui en présente une en bois de houx. Bois de houx et plume de phénix. 27 cm 5. Facile à manier. Cette fois, quand Harry la prit en main, une chaleur semblait en émaner. Il la brandit au-dessus de sa tête dans un sifflement, et quand il la baissa, une gerbe d'étincelles rouges et or s'en échappa. Pendant que Hagrid applaudissait, Ollivander trouvait cela étrange. Vraiment très étrange. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui est si étrange? Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Ah, le phénix sur lequel a été prélevée la plume de votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. Oui. C'est curieux, vraiment. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Terribles, certes, mais de grandes choses. À ces mots, Harry frissonna. Il paya les 7 galions que coûtait la baguette et s'en alla. Lorsqu'ils quittèrent le chemin de traverse, le soleil était déjà couchant. Harry était dans ses pensées et ne dit plus un mot, ni en traversant le chaudron baveur qui était vide à cette heure-ci, ni en prenant le métro. C'est Hagrid qui le sortit de ses pensées en lui tapotant l'épaule une fois arrivé à la gare de Paddington. Il lui proposa d'aller manger un hamburger. Ce n'est qu'une fois assis, mangeant sur un banc en plastique, qu'Hagrid se permit de lui demander la raison de son mutisme. Harry était perdu. C'était le meilleur anniversaire qu'il avait pu passer. Mais il sentait malgré tout un poids peser sur ses épaules. Il était célèbre, tout le monde le connaissait, mais lui ne connaissait rien à la magie. Hagrid le réconforta en lui expliquant qu'à Poudlard, tout le monde commençait au même niveau. Il fallait juste qu'il reste lui-même et qu'il serait heureux à Poudlard, car lui aussi y était heureux. Et il l'est encore à ce jour. Le géant resta à côté de son protégé jusqu'à la porte du train et lui tendit une enveloppe. Elle contenait un billet de train pour la gare de King Cross, pour la rentrée du 1er septembre. Car oui, nous ne sommes qu'à l'anniversaire de Harry, le 31 juillet. Il lui fallait patienter encore un mois chez les Dursley. Harry monta donc dans le train et s'installa. Harry voulait regarder Hagrid jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Il se leva de son siège et colla le nez contre la vitre. Mais le temps de cligner des yeux, Hagrid avait disparu. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre. Si vous ne les avez pas déjà vus, les vides chapitres sur les précédents chapitres sont déjà disponibles. Oh, je connais ce bruit. Oui, c'est bien une nouvelle choco-grenouille. Vas-y, je te laisse la récupérer pour voir de quelle carte il s'agit. Et moi je te dis à bientôt.